Je ne vais pas vous raconter toutes les 5 années de persécution que je viens de subir et que je continue à subir d'ailleurs en France. Mais je commence toujours par un argument simple. Natif du Cameroun, je suis naturalisé citoyen français en 2002. En ma qualité de conjoint d'une Française de naissance, dont une partie de la famille est originaire de l'île de la Réunion. Vous comprenez? Quand je suis naturalisé français en 2002, donc bénéficiant ainsi de ce qu'on appelle la double nationalité, M. Chirac est président et j'ai déjà écrit 15 livres. Certains publiés en Côte d'Ivoire et d'autres publiés en France traitent déjà de mon engagement contre les dictatures africaines et contre le néocolonialisme français. Mais manifestement, je n'étais pas encore connu. Je vous le dis, moi j'ai ouvert ma page Facebook, je pense, en 2003. Ma page Twitter, je crois que c'était en 2011 par là. Ma page YouTube quelques années avant ou après. Mais j'étais écouté par 10 personnes, 20 personnes. Et mon public principal, c'était celui que je rencontrais dans les déplacements, dans les conférences que je donnais à travers la France, en tant que secrétaire général de l'association des Camerounais, des étudiants camerounais de Poitiers d'abord. Par la suite, j'ai été vice-président de la section de France de l'Union des populations du Cameroun, le parti qui s'était battu contre le colonialisme français. J'ai été membre du Parti socialiste français et dans ce cadre-là, j'ai participé et donné plusieurs conférences à travers la France, l'Europe et même par la suite le Moyen-Orient, l'Amérique, dans lesquelles je disais exactement ce que je suis en train de dire actuellement. Là, mon public a un peu augmenté. Je commençais à être écouté par, mettons, des centaines, des milliers de personnes. D'accord, ça c'est les années, on va dire, 2010 en montant. Je vous rappelle même une anecdote. En 2009, le dictateur camerounais Paul Biya était de passage en France. Et nous avons organisé, avec le collectif des organisations démocratiques, avec le collectif des partis politiques de l'opposition camerounaise à Paris, une manifestation près de l'Assemblée nationale à Paris. C'était sur la place Blaise et Rio, si je me souviens bien. Nous avons organisé une manifestation où nous protestions contre les honneurs qui étaient faits au dictateur Paul Biya, qui venait d'être responsable en 2008 du massacre de plus de 200 Camerounais manifestant dans le cadre des émeutes de la faim au Cameroun. Parmi lesquels notre camarade Jacques Tiwa, assassiné le 27 février 2008, 27 ou 28 février 2008, à Ndokoti par Paul Biya. Alors, pendant que nous manifestions, j'avais pris la parole au mégaphone, et comme quand je suis dans une place, je regarde non pas simplement ce qui est autour de moi, mais ce qui est le plus loin possible. Regardant un peu loin, dans un bar qui était juste à l'opposé de la place Blaise Rio, je vois un certain monsieur François Hollande. Il était alors premier secrétaire du Parti socialiste, député de Tulle, qui était en train de siroter une bière en compagnie d'une midinette, qui devait s'avérer l'une de ses premières compagnes, pas Julie Gaillet, mais il y en avait une, oui, Valérie Trierweiler. François Hollande sirotait tranquillement sa bière pendant que nous, les Camerounais de France ou des Franco-Camerounais, nous étions en train de nous plaindre de la dictature de Paul Biya. Alors j'ai eu le nez creux, avec le mégaphone, de tenser directement François Hollande, en disant que pendant que les Africains de France sont en train de dénoncer les relations coupables entre l'élite politique française de tous les bords et les dirigeants les plus corrompus, les plus violents d'Afrique, M. Hollande, soi-disant premier secrétaire d'un parti qui se dit socialiste, c'est-à-dire de gauche, c'est-à-dire anticolonialiste, M. Hollande sirote tranquillement une bière en nous contemplant aux côtés de sa midinette. François Hollande, qui était un politicien très rusé, se rendant compte qu'il y avait plusieurs caméras qui étaient allumées et que cette affaire allait partir en mondovision avec les images de lui et de sa midinette en train de boire tranquillement leur bière pendant que les Africains s'égosillent à dénoncer un dictateur africain, Hollande traversa la rue et demanda à prendre la parole. Il prit la parole dans notre meeting et promit qu'en sa qualité de premier secrétaire du Parti socialiste, il adresserait une protestation au président Nicolas Sarkozy
pour les amabilités qui étaient faites à l'un des pires dictateurs africains, Paul Biya du Cameroun. Hollande le fit vraiment. Il le fit, on vérifia qu'il écrivit cette lettre de protestation. Mais c'est ainsi que nous fûmes un peu convaincus qu'en l'accompagnant comme candidat à l'élection de 2012 pour le Parti socialiste, nous fûmes convaincus que M. Hollande, j'ai gardé ce drapeau en souvenir de la campagne à laquelle j'avais participé, donc comme militant du Parti socialiste, nous fûmes convaincus que M. Hollande, en devenant président de la République, pourrait peut-être être le président de la République qui allait décoloniser la France. J'ai gardé ce drapeau, hein. Vous voyez la date 2012. Je l'aurai toujours. Quand je verrai M. Hollande avec ce drapeau, j'aurai des choses précises à lui dire. Comme Barack Obama, j'ai gardé les factures de mes contributions à ses campagnes présidentielles. À sa première campagne présidentielle. Je crois que j'ai donné l'équivalent de 200 € comme ça, à l'époque. La campagne présidentielle numéro 1 d'Obama. J'ai contribué. Hein. Quand je verrai Obama, je me présenterai avec les factures et je vais avec les intérêts aussi. Bon. Hollande, qui est un politicien extrêmement trompeur et roublard, rédigea un programme alléchant. Dans ce programme, il y avait une proposition clé qui était la proposition numéro 58. Dans cette proposition, François Hollande disait « Je mettrai un terme à la France-Afrique ». On en avait discuté à l'intérieur du Parti socialiste pour dire mettre un terme à la France-Afrique, c'est retirer les bases militaires. Mettre un terme à la France-Afrique, c'est supprimer le franc CFA. Mettre un terme à la France-Afrique, c'est arrêter de soutenir des coups d'État et d'organiser des coups d'État dans le dos des peuples africains pour imposer des dirigeants corrompus, comme Ouattara Draman ou Biya à la tête de nos pays. Et enfin, mettre un terme à la France-Afrique, c'est arrêter la répression culturelle contre le peuple africain. Laisser les Africains parler leur langue, réenraciner leurs institutions dans leur propre tradition, mêlez-vous de vos affaires. Et vous aurez d'excellentes relations avec les pays africains. À l'intérieur du Parti socialiste, moi qui suis devant vous, j'ai mené ce plaidoyer pendant près de 8 ans. Mais François Hollande, devenu président, nous a trahis. Voilà comment, un certain jour de 2014 ou 2015, il était encore président, Hollande s'est permis de rédiger un avant-projet de loi qui prévoyait de déchoir de la nationalité française les citoyens français d'origine étrangère qui pourraient critiquer éventuellement ou qui pourraient s'opposer à une certaine action de la France à l'étranger. Astafroulaye. Hollande, qui nous avait promis de mettre un terme à la France-Afrique, se mit à accueillir les mêmes dictateurs africains qu'il avait dénoncés avec nous sur la place Eriou. Je pris ma carte du Parti socialiste et je la jetai à la poubelle. Je n'ai gardé du Parti socialiste que ceci. Le grand mensonge de François Hollande à l'Afrique. Il est redevenu député de Tulle, François Hollande, puisque la politique est, pour lui, sa seule façon de vivre. J'espère qu'un jour, je le croiserai et que je lui dirai tout le mal que je pense de la trahison de l'Afrique à laquelle il a procédé. Bon, je tourne cette page. Je reviens à moi. Dans les années 2014, en montant, je continue à publier des livres, des tribunes, en particulier qui portent sur la dénonciation des dictatures africaines. En 2014, j'écris mon grand livre contre la dictature du Cameroun, critique de la tragédie camerounaise. J'écris plusieurs livres sur la crise ivoirienne, la crise sahélienne, la crise civilisationnelle africaine. J'écris de la poésie, j'écris de la littérature, je publie. Mon public commence à monter à, mettons, 5 000 à 10 000 personnes. Nicolas Sarkozy est président. Je le critique sévèrement. Si vous retrouvez ce que j'ai écrit sur Nicolas Sarkozy, c'est encore plus dur même que ce que j'ai écrit sur Macron. Pour dénoncer, justement, ce néocolonialisme décomplexé qu'incarnait Sarkozy. L'homme qui a prétendu que les Africains, les créateurs de l'histoire, les créateurs des mathématiques, de la science, de la philosophie, de toutes les sciences et les arts, il a osé prétendre que nous n'étions pas encore entrés dans l'histoire. Alors que le peuple hongrois dont il est descendant est un peuple issu de la cuisse des Africains, en xème, énième génération, à la suite de la perte de la mélanine. Et longtemps après que les Africains aient produit des civilisations immenses, dont aucune de ces civilisations immenses ne peut souffrir la comparaison avec les civilisations hongroises. Sarkozy, il a dit ça
à l'endroit où on peut le dire facilement en Afrique, à Dakar, le pays des aventuriers ambigus. Aucune réponse ne lui a été faite, séance tenante. Nous avons critiqué Sarkozy tout le temps qu'il était au pouvoir. Nous avons dit tout ce que nous pensions de sa politique néocolonialiste en Afrique. Et sa grande participation à l'assassinat de son bienfaiteur, Muammar el-Kadhafi, nous est restée en travers de la gorge. Tout comme nous n'oublierons jamais que lui, M. Sarkozy, est celui qui a dit ceci. M. Sarkozy, vous êtes là? Quel est le continent le plus barbare de l'histoire de l'humanité? Sarkozy. Prenez la parole pour faire votre autoportrait. Nicolas Sarkozy, vous êtes là? C'est plus facile ici, à la maison, de vous redonner la parole. C'est plus facile. Monsieur Sarkozy. Tingling numbness could be signs of nerve pain. Neurobian B vitamins relieves nerve pain at the root to help stop these symptoms. Ask your pharmacist about Neurobian B Monsieur Sarkozy, amenez-vous, on veut savoir. Oui. L'Europe, oui, de tous les continents du monde, oui, est le continent le plus brutal, très bien, où il y a eu les guerres les plus sauvages. Voilà. C'est pas l'Afrique, c'est pas l'Asie. Voilà. C'est l'Europe. Merci. Et je vais vous dire autre chose. Oui, oui, monsieur Sarkozy. C'est pas au Moyen-Âge. Ouais. C'est au XXe siècle. Très bien. C'est en Europe qu'on a exterminé des Juifs. Oui. C'est en Europe qu'on s'est battu. Ouais. Quand on a dit, avec la guerre russo-ukraine, c'est le retour de la guerre qu'on n'avait pas vue, c'est une stupidité. Ouais. Puisqu'on a oublié la Bosnie. Ah. Et vous avez oublié la Libye. Si vous n'avez pas l'Union européenne, vous avez des affrontements considérables. Bon, monsieur Sarkozy, c'est bon. Non, c'est bon, non, c'est bon, c'est bon. Vous avez reconnu que vous êtes un barbare, vous êtes un sauvage politique. C'est vous qui avez tué Kadhafi, c'est vous qui avez détruit la Libye, et vous avez reçu des dizaines de millions de dollars par-dessus tout pour financer votre carrière politique. Ce sont les juges français même qui l'ont reconnu. Mais vous, vous êtes libre, hein. Vous promenez librement. Je pense que quand vous arrivez à l'aéroport, vous n'êtes pas l'objet d'interrogatoire musclé comme moi. Bon, enfin. Monsieur Sarkozy, merci quand même de ce moment de lucidité. Donc, on arrive à Nicolas Sarkozy président. Je continue à publier des livres sur l'Afrique, des livres sur la politique africaine de la France, à donner des conférences. François Hollande bat Nicolas Sarkozy en 2012. Je continue cette critique, y compris contre François Hollande, quand il se retourne contre les Africains de France pour en faire le marchepied de sa tentation de flatter l'électorat d'extrême droite. Je continue à publier des livres et à donner des conférences. Sous le président Hollande, il m'arrive rien du tout. Arrive au pouvoir, eh bien en 2017, le président Emmanuel Macron, je continue la même activité citoyenne. Je publie des livres, je publie des conférences. Là maintenant, je suis écouté par des centaines de milliers, un peu, ça commence à être des millions de personnes. Et un jour de 2021, je suis convoqué dans le cadre professionnel où je n'ai jamais fait état de mes convictions politiques personnelles. Je suis convoqué au rectorat de l'Académie de Normandie pour me dire: Monsieur Niam, si on ne vous connaissait pas, on nous a appelés de Paris pour nous demander de vous dire de cesser vos critiques de la politique africaine de la France. Ça se passe en mai 2021. De 2002 à 2021, ça fait combien d'années? 21 ans de citoyenneté française et 21 ans d'activisme, de militantisme, 21 ans de publication et de critique de la France-Afrique, sans discontinuer. Mais il a fallu l'arrivée d'un homme politique particulier à la tête de la France, qui a une compréhension particulière de la liberté de penser, de la liberté d'expression, pour que je sois convoqué. Et depuis le mois de mai 2021, je n'ai plus eu la paix et la sécurité assurées pour moi et ma famille ici en France. Monsieur Macron m'a fait subir toutes sortes de spoliations. Il m'a privé plusieurs fois de tous mes comptes bancaires, m'obligeant à vivre littéralement en essayant de trouver un moyen de tirer du cash, parce que je ne possède pas une fortune exceptionnelle. Monsieur Macron a fait fermer plusieurs fois mes comptes bancaires sans que j'ai commis la moindre faute. Monsieur Macron, que vous voyez, a rendu infernaux mes passages d'entrée ou de sortie dans les aéroports français. Je suis toujours l'objet de rétention de mes pièces d'identité quand j'entre et quand je sors. Rétention injustifiée. Les agents de police ne sont pas capables de me dire pourquoi. Avec mes avocats, nous avons porté plainte contre le ministère de l'Intérieur
de M. Moussa Darmanin, descendant d'Algériens, qui persécute un descendant de Camerounais en France. Le ministère de l'Intérieur a répondu à la justice qu'il est hors de question qu'ils disent les raisons pour lesquelles ils me pourchassent. Parce que si on me dit les raisons pour lesquelles on me pourchasse, je risque de me défendre. C'est écrit, hein? C'est ce qu'ils ont répondu à mes avocats. Je parle ici sous le contrôle du collectif d'avocats qui m'accompagne. Maître Ndjifutawo Woshawo Aboubek, des barreaux de Lille et Bruxelles. Maître Alexis Iou, du barreau de Lille. Maître Sylvain Senda, du barreau de Bobigny. Sont avec, ici à Rouen, Maître Richard Sédio, les avocats qui m'ont accompagné dans le feu de la bataille judiciaire. Ils demandent à savoir pourquoi, quand j'entre et je sors de France, je suis l'objet de tracasseries policières. Le ministère de l'Intérieur répond qu'il est hors de question de me dire pourquoi je suis l'objet de cette tracasserie, parce que si on me le dit, je risque de prendre des précautions pour me défendre. Il a fallu récemment un voyage en Angleterre pour que je bénéficie de la transparence des autorités britanniques, pour connaître le contenu de mon dossier français. En effet, me rendant pour une conférence du mouvement Génération et Peuple Solidaire en Angleterre, d'abord je suis retenu pendant près de 45 minutes par la police des frontières françaises de la gare du Nord. Sans raison, ils retiennent mon passeport, ils réapparaissent après, alors même que le train est déjà sur le départ, l'Eurostar. J'arrive quand même à la frontière britannique, et les Britanniques, dès qu'ils font passer mon passeport sur leurs appareils, voient rouge, et ils me mettent en garde à vue, et décident d'ouvrir une enquête sur moi, afin de me dire pourquoi ils m'admettent ou pourquoi ils ne m'admettent pas dans leur territoire. À l'occasion de cette enquête, la police britannique interroge ses homologues français. Que reprochez-vous à ce monsieur Franklin Nyamsi? Réponse de la police française: nous n'avons pas de reproche précis à vous faire. Tout ce que nous pouvons vous dire, c'est qu'il c'est un individu qui est fiché. Il est fiché. Il est fiché dans nos documents. Mais nous ne pouvons pas vous dire pourquoi. Les Britanniques demandent qu'il leur soit donné une liste de faits, d'infractions qu'aurait commises l'individu Franklin Nyamsi et qui justifie qu'il soit fiché. Qu'il soit considéré par les fichiers policiers français comme un individu soi-disant dangereux. La partie française répond par un RAS, rien à signaler, à la partie britannique. Alors là, la police britannique, Scotland Yard, et le Foreign Office, qui ont investigué pendant 6 heures de temps sur mon cas, 6 heures pendant lesquelles je suis empêché d'entrer en Grande-Bretagne, reviennent vers moi et me disent: Monsieur Nyamsi, nous avons interrogé nos homologues français sur votre cas, en leur demandant pourquoi vous étiez fiché. Nos homologues français nous ont dit que vous êtes fiché, mais qu'ils ne peuvent pas dire pourquoi. Or, le droit britannique dit qu'on ne peut pas traiter un individu comme coupable s'il n'y a pas de fait qui lui soit reproché. Comme il n'y a pas de fait qui vous soit reproché, pour le droit britannique, vous êtes un citoyen innocent. Et chez nous, en Grande-Bretagne, la liberté d'expression est respectée. Vous êtes libre d'aller et de venir autant de fois que vous voudrez en Grande-Bretagne. Présentez-vous systématiquement à notre frontière et dites-nous systématiquement où vous allez, de telle façon que nous soyons en capacité d'assurer votre sécurité sur notre sol. Voilà comment j'ai appris que le régime d'Emmanuel Macron m'avait fiché S. Alors que mes avocats ont demandé que ce soit à l'Agence nationale de l'information, ici en France, ou au ministère de l'Intérieur, de dire les faits pour lesquels je suis fiché. Vous êtes fiché quand vous avez commis une infraction grave, c'est-à-dire un délit ou un crime particulier, même pas tous les délits, il y a des délits particuliers qui peuvent vous valoir un fichage. Mais je ne suis poursuivi pour aucun délit, pour aucun crime qui puisse justifier cela. Je ne suis poursuivi pour rien du tout. Et on me fiche. Et c'est là que j'apprends que sous le régime de Macron, le nombre de personnes fichées de cette façon a augmenté de manière exponentielle.
Au point que même un député qui a été récemment élu à l'Assemblée nationale s'avère fiché par Macron. C'est-à-dire que les Français peuvent être invités à élire quelqu'un qu'Emmanuel Macron, lui, se permet de ficher dangereux. Le député en question, de la France insoumise, il siège à l'Assemblée nationale, mais il est fiché S par Macron. Des dizaines de milliers de citoyens français, de toute origine, se sont retrouvés fichés sous le régime Macron, sans motif avéré. C'est comme ça que j'ai découvert cela. Et les Britanniques qui se sont penchés sur mon cas m'ont dit, mais this is seriously a problem. What are you doing? What is your job in France? J'ai dit, mais je suis professeur en France. How French people can consider you like a dangerous person, while at the same time, they give you the permission to teach to their children. Comment les autorités françaises peuvent-elles concevoir que quelqu'un qui est professeur de l'enseignement public depuis 2003, soit 21 ans, et qui a un dossier académique impeccable, comment cette personne-là peut être fichée? Alors que vous lui confiez depuis 21 ans vos enfants pour qu'il les éduque. Les Britanniques n'en revenaient pas. Les Britanniques n'en revenaient pas. Ils ont dit, there is something wrong in France. There is something wrong in France. We don't understand. So feel free, go and come in England. There is no problem for you here. Et pour tester ce que les Britanniques m'ont dit, je suis reparti en Angleterre après. Je suis allé, j'ai fait la conférence de Génération et Peuple Solidaire, et puis je suis reparti à une nouvelle invitation, pour voir si ce qu'ils m'avaient dit était vrai. Quand je suis revenu passer, ils ont lu mon dossier, ils ont dit, oh, we know about you here, you have no problem in our country, but you have serious problem with two countries in this world. It's Mr. Macron's regime in France and Alassane Ouattara's regime in Ivory Coast. Parce que pour Ouattara, ils ont trouvé une notice dans laquelle il me présente comme un diable incarné. Regardez quelqu'un qui a fait plus de 12 coups d'État en Afrique de l'Ouest, Alassane Ouattara. Moi, j'ai fait 0 coup d'État de toute ma vie. Je n'ai jamais tenu une arme à feu. Même pour m'amuser, j'ai jamais tenu une arme à feu. Je n'ai jamais participé à une action militaire de toute ma vie. Alassane Ouattara écrit à toutes les autorités occidentales pour dire que je suis un individu très dangereux. Regardez le faciès asymétrique de Ouattara et sa démarche en point virgule. Tous les crimes, tous les morts qu'il a sur la conscience. C'est Ouattara qui fait des fiches sur un intellectuel politique, quelqu'un qui écrit des livres et qui donne des conférences. Les Britanniques m'ont révélé les 2 têtes du serpent qui cherchent à atteindre ma vie. C'est Macron en France, c'est Ouattara en Côte d'Ivoire. Tous les ennuis dans lesquels je me suis retrouvé depuis 2021 sont le fait de ces 2 régimes politiques. Je n'exonère pas le régime camerounais, mais Paul Biya se contente de m'empêcher de rentrer au Cameroun. Je lui ai même fait parvenir, quand Macron s'est mis à confisquer mon passeport français, à confisquer ma carte d'identité nationale française, au mépris du droit français, j'ai fait parvenir au président Biya une demande de renouvellement de mes papiers camerounais. Il a refusé. Il a répondu non. Parce que Paul Biya sait que le pouvoir de la parole de justice, le pouvoir de la plume libératrice des Africains, dont je suis porteur, sont l'antidote à un régime comme le sien. Quand j'aurai l'opportunité de rentrer dans mon pays natal, vous verrez le fruit de tout mon investissement intellectuel et spirituel pour l'éveil des Africains. Vous allez voir. Il y a des gens qui sont là, ils parlent, rentrent au Cameroun. Je vais rentrer. Mais non pas comme vous voulez, mais comme le peuple camerounais et Dieu le Tout-Puissant et moi-même, nous le voulons. Je vais rentrer. Vous allez voir. Donc, Biya, lui, sait quelle est ma valeur. Je n'ai jamais pris les armes contre lui. Je n'ai jamais été mêlé à un complot de coup d'État. J'appelle le peuple camerounais à la révolution citoyenne populaire. Par la révolution citoyenne populaire, des millions de Camerounais dans les rues du Cameroun ayant compris que nous devons changer de système politique pour pouvoir vivre heureux ensemble, nous changerons le Cameroun. C'est ce à quoi j'appelle. Biya c'est ça. Donc il ne veut même pas que je vienne à Yaoundé ou à Douala parler. Or, il n'est pas éternel et il n'est pas tout puissant. Et les contradictions internes à son régime vont régler le cas de son régime. Et je vais rentrer. Et je vais parler à Douala. Je vais parler à Yaoundé. Je vais parler à Bafoussam. Je vais parler à Garoua. Je vais parler à mon peuple. Car je sais parler au peuple. Et je sais et j'ai appris
ces 30 dernières années comment on sert un peuple. Si je suis un bon conseiller des plus grands dirigeants ouest-africains, ce n'est pas pour le pays dont je suis natif que je peux être un mauvais conseiller. Je serai un excellent conseiller, un excellent porte-parole du peuple camerounais. Attendez, il y a des épreuves sur le chemin. Je dois les traverser, je dois traverser le feu qui conduit aux grandes voies. J'en ai parfaitement conscience. Alors, mes adversaires, les partisans des aventuriers ambigus de Dakar, les partisans de Ouattara Draman, les moutons de Draman, va au Cameroun, va au Cameroun. À force de dire ça, vous allez hâter. Vous allez hâter mon destin. Au Cameroun, il y a un leader de l'opposition, le président Kamto, pour qui j'ai beaucoup de considération. Une bonne partie d'ailleurs de ma retenue dans les affaires camerounaises vient du fait que je lui ai reconnu depuis 2018 le leadership, l'initiative de la lutte dans mon pays. Mais il y a un temps pour chaque génération. Et il faut avoir la patience d'attendre son temps et de le saisir. Vous comprenez? Donc moi je ne suis pas quelqu'un qui critique les dictatures des autres pays en couvrant la dictature de son pays. J'ai toujours été opposant à la dictature camerounaise. Paul Biya le sait. Même quand je lui ai fait parvenir la demande de renouvellement de mon passeport camerounais, la condition qu'il a posée, c'est que je change de discours envers son régime. Donc il sait que je suis un fils du verbe, je suis un podol. Je suis un porte-parole du peuple camerounais. Et lui, il veut que je change de discours. C'est-à-dire que j'abandonne mon peuple pour m'accrocher à sa dictature moribonde. Alors que moi, j'ai choisi le peuple africain, servir le peuple africain en toutes circonstances. C'est ma boussole. Je peux me tromper de méthode, je peux me tromper d'analyse, mais mon axe est là. Vous comprenez? Donc, alors... Maintenant, c'est à vous. Réagissez en commentaire, partagez vos réflexions et vos idées. Si cette vidéo vous a éclairé, n'hésitez pas à l'aimer et à la partager avec vos amis. Ensemble, nous construisons l'Afrique de demain. Restez connectés sur Afrique Diverse TV pour encore plus d'informations et de débats passionnants. À très bientôt.